Bonjour. Alors, nous avons parlé la dernière fois des paires de charges et on a dit que les paires de charges sont, c'est-à-dire en quelque sorte, sont les obstacles qui s'opposent au déplacement du fluide. Pour déplacer les fluides, la pression de la pompe, c'est la pression de refoulement, doit être suffisante pour vaincre ces obstacles qui sont les paires de charges. Donc, la pression de refoulement est égale à la somme des paires de charges. On va voir où sont les nombres, les paires de charges et lesquelles sont-elles. Voilà. Là, vous avez votre circuit, vous avez votre pompe, vous avez votre conduite de refoulement, le manifold de plancher, la colonne montante, standpipe, vous avez votre flexible d'injection, le top drive ou la tige carrée, jusqu'à la sortie du top drive ou la sortie de la tige carrée. Puis, il y a l'intérieur des tiges, l'intérieur des heavyweight, l'intérieur des dricolars, l'édus de l'outil, puis il y a l'espace annulaire, c'est-à-dire l'espace annulaire open hole dricollar, open hole heavyweight, open hole tige et casing tige. Voilà, donc la boue, elle va sortir d'ici, suivre tout ce circuit jusqu'à ce qu'elle retourne en surface dans le box du tamis vibrant. Voilà, donc on a dit que la pression de refoulement doit être égale à la somme des paires de charges. Donc, nous avons les paires de charges dans le circuit de surface jusqu'à entrer dans les tiges, puis les paires de charges à l'intérieur des tiges, à l'intérieur des heavyweight, à l'intérieur du décollar, au-dessus de l'outil et les paires de charges dans l'espace annulaire. Bon, maintenant, considérons que le puits est ouvert, il n'est pas fermé, c'est-à-dire nous ne sommes pas en train de contrôler une venue, mais en train de forer. Et la boue est homogène. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? C'est-à-dire qu'elle a la même densité partout. Et surtout, la boue à l'intérieur de la garniture est la même que la boue dans l'espace annulaire. Cela veut dire qu'il n'y a pas de cutting dans l'espace annulaire, ou bien on néglige les cuttings parce que la quantité est petite, ou bien on n'est pas en train de forer, on est seulement en train de circuler. Donc, la pression à l'intérieur est la même que la pression à l'extérieur. Voilà. Voilà donc qu'est-ce que ça veut dire la boue homogène? Alors, si la boue est homogène, qu'est-ce qu'on va lire? Lorsque la pompe est arrêtée, on va lire une pression de refoulement qui est égale à 0. Là, il n'y a pas de pression de refoulement parce que la pression de refoulement, c'est les paires de charges. Les paires de charges dépendent du déplacement, c'est-à-dire le mouvement, c'est-à-dire le débit. Puisque la pompe est à l'arrêt, il n'y a pas de mouvement de la boue, donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de paire de charge, il n'y a pas de pression de refoulement. Voilà. Mais si on met la pompe en marche, on va lire la pression de refoulement qui est égale à la somme des paires de charge. Voilà. Tandis que si la boue, le puits est toujours ouvert, mais la boue n'est pas homogène. C'est-à-dire que la pression dans l'espace annulaire est supérieure à la pression à l'intérieur de la garniture. Donc, attention, là, il faut considérer qu'il n'y a pas de clapet anti-retour au-dessus de l'outil. On a dit que le clapet anti-retour sert à éviter le bouchage de l'outil. Dans ce cas-là, on considère qu'il n'y a pas de clapet anti-retour. C'est-à-dire que la boue à l'extérieur, si on arrête et on enlève le top drive, la boue à l'extérieur peut entrer à l'intérieur et pousser la boue parce qu'elle est plus lourde que celle à l'intérieur. Alors que si on arrête la circulation seulement, la pompe est arrêtée, mais on n'a pas enlevé le top drive, alors il ne va pas y avoir de déplacement de la boue, mais là, la pression à l'extérieur est supérieure à la pression à l'intérieur. Donc, l'extérieur pousse l'intérieur
Et là, en tête, nous n'allons pas lire 0, mais nous allons lire la différence entre la pression hydrostatique extérieure et la pression hydrostatique intérieure. Parce que la boue hydrostatique extérieure, à l'extérieur dans l'espace annulaire, est plus lourde que celle à l'intérieur parce qu'elle est chargée de cutting. Donc, on ne lira pas 0, mais on va lire la différence entre les deux pressions. Pression hydrostatique dans l'annulaire, moins pression hydrostatique à l'intérieur. On a déjà une valeur qui est affichée ici. Lorsqu'on démarre la pompe, on va ajouter à cette valeur les paires de charges qu'on a vues précédemment. Donc, voilà les deux cas lorsque la boue est homogène et lorsque la boue n'est pas homogène. Maintenant, on passe à autre chose. Regardez. On considère qu'on circule avec le puits ouvert et la boue est homogène. On considère que c'est homogène pour simplifier les choses. On va mettre le manomètre ici, juste à la sortie de la pompe pour nous indiquer la pression de refoulement total. Donc, il va indiquer ici la somme des paires de charges de ce point jusqu'à la sortie dans le box du tamis vibrant. Mais si, là, si on arrête la pompe, puisque la boue est homogène, nous allons lire 0. Lorsqu'on démarre la pompe, on met la pompe en marche, on va lire la somme des paires de charges, la pression de refoulement qui est égale à la somme des paires de charges. Mais si on met le manomètre au point B, là, sur le manifold de plancher, là, lorsque la pompe est à arrêt, on va lire 0. Puisqu'il n'y a pas de paire de charges. Lorsqu'on met la pompe en marche, on va lire les paires de charges à partir de ce point, c'est-à-dire on a diminué les paires de charges de cette valeur. Donc, la pression en B moins la pression en A est égale aux paires de charges dans ce morceau de circuit. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire uniquement les paires de charges à ce point, c'est-à-dire toutes ces paires de charges ici jusqu'à revenir au box du tamis vibrant. Donc, on ne lira pas les paires de charges dans ce circuit. Maintenant, si nous mettons notre manomètre juste à l'entrée des tiges, ici, c'est à l'entrée des tiges. Si la pompe est à l'arrêt, nous allons lire 0. Mais si on met la pompe en marche, on va lire les paires de charges à partir de ce point, c'est-à-dire les paires de charges ici, ici, jusqu'au tamis vibrant. Mais attention, maintenant je change. Si je mets mon manomètre ici, dans les dricolaires, attention. Si la pompe est à l'arrêt, nous n'allons pas lire 0 ici. Nous allons lire la pression hydrostatique. Ici, ici et ici, la pression hydrostatique est nulle parce que la hauteur est nulle. Donc, tandis qu'ici, non, il y a toute cette boue qui s'applique ici. Donc, si on met notre manomètre ici, on va lire la pression hydrostatique de tout ça. Ça, la pompe, lorsque la pompe est à l'arrêt. Si on met la pompe en marche, on va lire ici, on va lire la pression hydrostatique jusqu'à ici, plus les paires de charges à partir de ce point jusqu'au box du tamis vibrant. Voyez, donc attention. Changeons la position de notre manomètre, mettons le manomètre dans l'espace annulaire au point E. Si la pompe est à l'arrêt, nous allons lire les paires de charges, nous allons lire la pression hydrostatique de la surface jusqu'au point E. Si on met la pompe en marche, on ajoute à la pression hydrostatique les paires de charges qui restent en suivant l'écoulement du fluide. Voilà. Maintenant, prenons le cas qui nous intéresse le plus et le plus particulier, c'est lorsqu'on est au fond. Lorsqu'on met le manomètre au fond. Si la pompe est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire la pression hydrostatique totale, la pression hydrostatique appliquée sur le fond. Si on met les pompes en marche, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter les
pertes de charge à partir du fond jusqu'en surface, c'est-à-dire les pertes de charge de tout l'espace annulaire. C'est pour ça qu'on dit que la pression appliquée sur le fond est égale à la pression hydrostatique annulaire plus les pertes de charge annulaires. Si on arrête la pompe, celle-là disparaît, il ne reste que la pression hydrostatique annulaire. Si on met la pompe en marche, on ajoute à cette pression les pertes de charge annulaires. Donc voilà pourquoi on dit que la pression appliquée sur le fond est égale à la pression hydrostatique plus les pertes de charge annulaires. À partir de là, parce que là, la pression de fond, si la pompe est arrêtée, c'est les pertes de charge annulaires, c'est la pression hydrostatique annulaire. Si on met les pompes en marche, il y a une augmentation de la pression sur le fond causée par les pertes de charge annulaires. Alors, c'est comme si nous sommes à l'arrêt et nous avons augmenté la densité de la boue. C'est comme si la densité de la boue change. Alors, la densité qui équivaut à ce changement est, là, on l'appelle la densité équivalente appliquée sur le fond. Alors, la densité équivalente, elle est égale à la densité de la boue dans l'espace annulaire, plus, là, ce sont les paires de charge annulaires qu'on a converties en densité. Donc, les paires de charge annulaires multipliées par 10,2 divisé par Z. Et vous avez la densité équivalente. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre la formule. Vous avez le formulaire, elle existe dans le formulaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la formule. Voilà donc la pression de fond et la densité équivalente. On va faire un petit exemple. Supposez que vous êtes à 3000 mètres, vous avez une boue de densité 1,40, les paires de charge annulaires 20. Alors, la pression hydrostatique dans l'espace annulaire, c'est 1,40 multiplié par Z, 3000 divisé par 10,2, vous allez trouver 412 bars. Alors, lorsque les pompes sont à l'arrêt, nous allons lire la pression hydrostatique seule, c'est-à-dire 412 bars. Mais si vous mettez les pompes en marche, c'est-à-dire en circulation, la pression de fond devient la pression hydrostatique plus les pertes de charge annulaires, c'est-à-dire 412 plus 20, et vous allez appliquer sur le fond 432 bars. Là, la densité équivalente, on peut la calculer de deux façons. Ou bien, calculer la densité à partir de 432 bars, nous allons trouver 1,47. Vous voyez ici, les paires de charge ont ajouté les 0,07, c'est-à-dire 7 points dans la densité de la boue. Ou bien, vous la calculez de l'autre façon, la plus simple, c'est la densité équivalente égale la densité initiale plus la conversion des paires de charge en densité. Et vous allez trouver le même résultat. Voilà donc pour la pression appliquée sur le fond. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est la pression de fracturation. Parce que lorsqu'on fore, on risque, parce que nous appliquons une pression importante dans le puits, on risque de fracturer. Et si on fracture, la boue va s'échapper par ces fractures, le niveau va chuter et on risque d'avoir une venue. Pire encore, s'il y a une venue de gaz et le puits se fracture, le gaz va entrer dans ces fractures et se perdre dans le sous-sol et on ne peut plus le contrôler. On appelle ça une éruption interne. Voilà. Donc, on va voir la pression de fracturation, c'est la pression de rupture de la roche. Voilà. Vous avez par exemple ici votre roche, vous êtes en train de forer le puits. Si vous appliquez par exemple à un certain point une pression, vous allez fracturer votre roche. Attention là, vous avez fracturé votre roche. N'ayez aucune crainte. Si vous purgez, c'est-à-dire si vous revenez à la pression zéro, toutes ces fissures vont se refermer. Il n'y a pas de danger. Parce qu'il y a la fracturation, il y a autre chose pire encore que la fracturation, c'est le craquage. Il ne faut pas trop insister sur la fracturation parce que si vous augmentez encore la fracturation, vous allez avoir ce qu'on appelle le craquage. Qu'est-ce que ça veut dire le craquage? C'est-à-dire que les fissures arrivent aux parois du puits. S'ils se propagent aux parois du puits, c'est-à-dire que vous avez fragilisé les parois. Lorsque vous purgez, les parois du puits vont s'effondrer et risquent de vous coincer l'outil. Voilà donc la pression de fracturation.
On va voir maintenant pour fracture. Regardez, vous avez cet exemple. Vous avez un ensemble de livres, surtout si vous avez des grimoires, là, les grands livres et tout ça. Si on vous dit de soulever ce livre, vous allez appliquer une force suffisante pour soulever un seul livre. Mais si on vous dit de soulever à partir de là, là, vous devez appliquer une force pour pouvoir soulever tout ça. Donc, le poids dépend de la profondeur, ou bien de là où est localisé le livre. Donc, le poids dépend de la profondeur. La même chose pour la Terre. Si on vous dit de fracturer ici, vous n'avez une petite profondeur à soulever, ça se fracture facilement. Tandis que si vous avez une grande profondeur, là, pour fracturer, vous devez appliquer une grande pression pour soulever tout ça. Donc, la résistance de la roche dépend de sa profondeur, de sa situation dans le puits. Les roches en surface sont très fragiles, elles peuvent se fracturer facilement. C'est pour ça que dans le char au gaz, il ne faut pas fermer le puits pour ne pas fracturer. Tandis que si vous descendez en profondeur, à 3000 mètres par exemple, il vous faut une grande pression pour fracturer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc, vous voyez ici l'évolution de la résistance du sol. De toute façon, ça, c'est une présentation très simplifiée. On a tout négligé. Au fait, ce n'est pas une droite. Elle est loin d'être une droite. C'est une courbe qui est cassée, qui est un peu quelconque. Mais pour simplifier les choses, il y a une chose est vraie, c'est que lorsque vous descendez en profondeur, la roche devient plus difficile à fracturer, c'est-à-dire elle devient plus résistante. C'est ça ce qui est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, puisque cette partie est fragile? Nous allons, pour qu'elle ne nous embête pas pendant le forage, nous allons la forer le plus rapidement possible, puis immédiatement la couvrir avec un tubage. C'est-à-dire, en quelque sorte, on l'a consolidée. On ne compte plus sur la fragilité de la roche, mais sur la résistance à l'éclatement de notre tubage. Le tubage, il résiste à une grande pression, donc on ne risque pas de l'éclater et tomber en perte ici, parce que les couches fragiles sont couvertes, elles sont protégées, donc, c'est-à-dire on s'en est débarrassé. Alors, la résistance dans le puits devient résistance de tubage, et à partir de là, c'est la résistance de la roche qui continue et qui dépend de sa profondeur. Alors, on voit que la zone la plus fragile se situe juste sous le sabot. Au-dessus, c'est le tubage qui est très résistant. En bas, en descendant en bas, la roche devient plus résistante. Donc, le point le plus faible dans un puits, c'est juste au-dessous du sabot. Voilà. Donc, nous devons, lorsque nous devons forer, les pressions vont augmenter dans le puits. Il faut veiller à ne jamais, je ne dis pas dépasser, mais atteindre. Il ne faut pas atteindre la pression qui va fracturer au niveau du sabot pour ne pas fracturer et tomber en perte ou créer une éruption interne. Voilà. Alors, comment connaître la résistance de ce point? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on aura descendu le tubage, cimenté, tout ça, on va reforer le ciment, parce que le point le plus faible est juste au-dessous du sabot. On va forer le ciment à l'intérieur du tubage. On va forer le ciment au-dessous du sabot, parce que lorsqu'on a descendu le tubage, on doit le dégager un peu du fond et après, on va cimenter. Donc, il y a aussi du ciment au-dessous du sabot. Cette partie du ciment entre le sabot et le fond s'appelle le puisard. Alors, on va forer le ciment de l'anneau jusqu'au sabot, on va forer le ciment dans le puisard et on entre dans la nouvelle formation. En général, sans citer de cas particuliers, mais en général, on doit forer entre 2 à 5 mètres dans la nouvelle formation. C'est celle-là qu'on va tester sa résistance. C'est celle-là, la zone la plus fragile, et on doit mesurer sa résistance. Bon,
Alors, une fois qu'on a foré les 2 à 5 mètres dans la nouvelle formation, il faut bien circuler pour homogénéiser la boue. Parce que vous n'avez pas une boue homogène lorsque vous aurez terminé de forer le ciment. Il y a le ciment qui va contaminer la boue. Alors, il faut bien traiter la boue pour enlever les effets du ciment. Il faut dégager tous les débris, les cutilles que vous avez produits, jusqu'à ce que la boue neuve remplace tout ce circuit, l'intérieur et l'extérieur, tout ça. Donc, la boue doit être homogène, elle ne doit pas être bullée. Pourquoi? Parce qu'elle va nous servir pour mesurer la pression de fracturation. Une fois qu'on aura homogénéisé la boue avec l'outil au fond, une fois que la boue est homogène, il faut dégager l'outil et l'entrer dans le sabot. Il ne faut pas le laisser au fond parce qu'on risque, lorsqu'on purge à la fin du test, à la fin de ce qu'on appelle le leak-off test, lorsqu'on purge, les parois peuvent s'effondrer et coincer l'outil. Donc, avant de commencer, il faut dégager l'outil et le faire entrer dans le tubage. Une fois qu'on a dégagé l'outil dans le tubage, au-dessus du sabot, on ferme le BOP, un BOP annulaire ou BOP ARAPS, et on va faire ce qu'on appelle un leak-off test. La première des choses, pour faire un leak-off test, il faut utiliser un débit très réduit. Il faut y aller doucement pour ne pas brusquer la formation. Il faut, c'est-à-dire en quelque sorte, détecter le point de fracturation d'une façon très précise et très lente. Alors, on ne peut pas utiliser les pompes de forage parce que les pompes de forage ont un grand débit, parce que leurs chemises sont grandes. Alors, il faut utiliser la pompe de l'unité de cimentation qui a un débit plus petit et en plus, elle a les bacs qui sont petits, qui sont très précis parce qu'on est obligé de connaître le volume qu'on a pompé et après purge le volume retour. C'est très important. Alors, on a dit, on dégage notre outil une fois que la boue est homogène. On va fermer le BOP, on va brancher l'unité de cimentation, tester la ligne de test, la ligne qui vient de l'unité de cimentation, et après, on va commencer à augmenter la pression. Alors, on augmente la pression, voilà, on augmente la pression en fonction du volume pompé. Là, on n'a rien pompé, alors, en pompant, là, avec un débit très constant. On ne touche pas au débit. Si le débit est constant, alors on va lire l'évolution de la pression en fonction du volume de boue pompée. Alors, il va y avoir une évolution rectiligne, théoriquement, parce que pratiquement c'est plus difficile. On va avoir une évolution rectiligne de la pression jusqu'à un certain moment où la droite va se recourber. Elle n'a pas continué d'une façon droite, mais elle s'est cassée à ce point. Donc, si on remarque ce point, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, il faut arrêter immédiatement le pompage. Alors, ce point s'appelle la pression de leak-off test. Par exemple, vous avez lu 70 bars. Où est-ce que vous lisez ça? C'est en tête des tiges, en surface. Sur le manifold de plancher, là, vous allez lire, ou bien sur l'unité de cimentation, puisque vous utilisez l'unité de cimentation, donc vous allez lire cette pression sur l'unité de cimentation. Donc, normalement, il y a un graphe qui est tracé dans le gyrographe ou autre. Donc, lorsque vous remarquez cette coupure, cette brisure, donc vous devez arrêter immédiatement le pompage et vous lisez ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que, avant de commencer le pompage, qu'est-ce que vous appliquez sur ce point, le point le plus faible? Vous appliquez uniquement la pression hydrostatique. La pression hydrostatique n'est pas suffisante pour fracturer. Donc, vous n'allez pas quand même
alourdir la boue et voir alourdir, jusqu'à ce que vous fracturez. Pour connaître, vous allez dire la pression de fracturation est égale à la pression hydrostatique qui a fracturé ce point. Non, on ne fait pas ça, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, au lieu d'alourdir la boue jusqu'à atteindre la densité qui va fracturer, nous allons tout simplement fermer le puits et augmenter la pression avec une cimentation jusqu'à atteindre la fracture. C'est-à-dire que avec votre boue qui a une certaine densité, lorsque vous pompez en surface, lorsque vous atteignez 70 bars, vous allez fracturer à ce point. Attention, avec la boue que vous utilisez, avec sa densité, si vous avez utilisé une autre boue, c'est-à-dire une boue qui a une autre densité, vous n'allez pas fracturer à 70, vous allez fracturer à une densité, à une pression autre que 70. Alors, 70, là, s'appelle la pression de leak of test. Ça, c'est la pression qu'on a ajoutée en surface par l'unité de cimentation en plus de la pression hydrostatique. Alors, en surface, la pression maximale qu'on ne doit pas atteindre pour ne pas fracturer ici avec cette boue, c'est 70 bars. La pression qui s'applique ici s'appelle la pression de fracturation. Elle est égale à la pression hydrostatique plus la pression de leak of test. Donc, la pression de leak of test, c'est la pression maximale qu'on peut appliquer en surface, tandis que en bas, cette pression, il faut lui ajouter encore la pression hydrostatique de là. Voilà. Donc, un exemple. Supposons que votre sabot est à 2000 mètres. La boue que vous utilisez a une densité de 1,40. Alors, la pression hydrostatique, c'est 2000 multiplié par la densité divisée par 10,2. Pour fracturer, vous avez ajouté 70 bars en tête. Donc, la pression nécessaire pour fracturer est de la somme, c'est-à-dire 344 bars. Voilà. À partir de là, on peut calculer la densité équivalente de fracturation de la même façon qu'on a calculé la densité équivalente appliquée sur le fond. Alors, la pression, la densité de fracturation est la densité de votre boue, plus vous convertissez les 70 bars en densité et vous trouvez 1,75. C'est-à-dire que avec la boue de densité 1,40, pour fracturer à ce niveau, vous avez ajouté 70 bars en tête. Tandis que si vous utilisez une boue de densité 1,75, vous allez immédiatement fracturer avec uniquement la pression hydrostatique. Vous n'ajoutez aucune pression en tête. Donc, la densité qui va fracturer est de 1,75. Vous pouvez de là calculer le gradient de fracturation. Et toujours, lorsqu'on vous dit gradient, c'est la partie fixe, c'est-à-dire la densité divisée par 10,2 et vous trouvez 0,171. Maintenant, avec cette boue, la pression maximale que vous avez ajoutée en tête, c'est 70 bars. Si vous avez une boue qui est plus légère, par exemple 1,30, là, vous allez avoir une pression de leak of test supérieure. Si vous avez ici une boue plus lourde, par exemple 1,60, là, vous allez avoir une pression de leak of test inférieure. Si vous avez, par exemple, ici une boue de densité 1,75, eh bien, vous aurez 0 ici. Les 1,75 sont suffisants pour fracturer la zone la plus fragile. Alors là, avec la boue, si vous continuez à utiliser la boue qui vous a servi pour faire le leak of test, c'est-à-dire 1,40, alors, toujours, il faut veiller pendant toutes les opérations de forage de ne pas atteindre 70. Si vous atteignez 70, vous allez fracturer. Mais si vous changez la boue, il faut calculer ce qu'on appelle la pression maximale admissible. Regardez ici. Là, vous avez votre pression maximale admissible, c'est quoi? Là, on a dit que la zone la plus fragile a une pression de fracturation de, on l'a calculé ici, 344 bars. 344 bars
pour fracturer, pour avoir cette pression ici, il faut avoir une boue de densité 1,40 et il faut ajouter 70 bars pour fracturer à 344 bars. Maintenant, regardez, vous avez la zone la plus fragile, c'est toujours le même puits, il a 344 bars ici. Vous avez remplacé la boue, là, vous avez une boue de densité 1,40. Là, lorsque vous avez atteint cette cote, vous l'avez remplacé par une boue de 1,50. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter en tête? Ce n'est plus 70 parce que la densité a augmenté. Donc, on va ajouter moins. Regardez, quel est ce moins? C'est tout simplement à quoi est égal? C'est la pression de fracturation moins la pression hydrostatique. Jusqu'au sabot. On s'en fout du fond. Le poids le plus faible est celui-là et non pas celui-là. Donc, c'est 344 moins la pression hydrostatique, c'est 2000 par 1,50 divisé par 10,2. Et avec la boue de densité 1,40, la pression maximale en tête était de 70 bars, tandis qu'avec une boue de densité 1,50, c'est-à-dire plus dense, plus lourde, la pression en tête a diminué, c'est 49 bars. Comment on va utiliser ça? Regardez. Supposons que, donc là, on a dit que notre pression maximale admissible en tête est 49 bars. Il ne faut jamais atteindre les 49 bars, sinon vous allez fracturer. Vous pouvez aller jusqu'à 45, 46, 47, mais il ne faut pas aller jusqu'à 49 parce que vous allez fracturer. Regardez, vous avez toujours votre bout de densité 1,50. Donc, la pression maximale admissible est toujours 49. Vous avez une venue. Lorsque vous avez une venue, vous allez fermer le BOP. Ah, lorsque vous fermez le BOP, vous allez lire une pression en tête de l'annulaire. On va voir quelle est cette pression en tête de l'annulaire. Là, supposons que la pression de port est de 450 bars. Là, la pression, là vous avez Z du gaz, c'est-à-dire la hauteur du gaz est de 300 mètres. Il a une densité de 0,25. Alors, on va lire la pression qu'on va avoir en tête de l'annulaire est tout simplement égale à la pression de port qui agit vers le haut, moins la pression hydrostatique qui agit vers le bas. Donc, nous allons lire la pression en tête qui est égale à 450 moins la pression hydrostatique qui est composée d'une partie de boue. Là, puisque nous sommes à 3000 mètres, nous avons 300 mètres de gaz et 2700 mètres de boue. Donc, la pression qu'on va lire en tête de l'espace annulaire, pas en tête des tiges, parce qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur, et là, la pression en tête des tiges n'a rien à voir avec la pression maximale admissible, parce que la zone la plus fragile est dans l'espace annulaire, elle n'est pas à l'intérieur des tiges. Donc, il faut surveiller la pression en tête de l'annulaire et non pas à l'intérieur des tiges. Alors, la pression en tête de l'annulaire égale la pression de gisement moins la pression hydrostatique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pression hydrostatique? Il y a 300 mètres de gaz. Donc, 300 par 0,25, la densité de gaz. Et 2700 mètres de boue de densité 1,50. Donc, ça plus ça, le tout divisé par 10,2, et nous allons avoir une pression en tête de l'annulaire de 46 bars. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il nous reste encore 3 bars pour fracturer. Donc, nous sommes à peu près juste. Nous ne sommes pas en danger, mais nous sommes juste. Nous allons avoir des problèmes pendant le contrôle parce que pendant le contrôle, le volume de gaz va augmenter, donc sa hauteur va augmenter, donc la pression en tête de l'annulaire va s'approcher de 49. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer si la hauteur du gaz est de 400 mètres? Alors, si la hauteur du gaz est de 400 mètres et on ferme immédiatement le puits, on va dépasser les 49 et on va fracturer. Donc, il faut faire attention au moment de la fermeture. Là, on risque de fracturer au moment de la fermeture. Bon, de toute façon, si on a des puits qui sont susceptibles d'être fracturés au moment de la fermeture, on utilise la fermeture soft et non pas la hard.
La soft parce qu'on ferme le BOP. Après avoir ouvert la HCR, la DUS est ouverte et on ferme la DUS graduellement en surveillant PA pour ne pas atteindre la pression maximale admissible. Voilà donc pour la pression de fracturation. Là, j'arrête ici pour le moment. On continuera la prochaine fois. Je vous remercie et à tout à l'heure.